Atteignez des sommets avec Peugeot 4008. Elle connaît les coulisses et les arcanes du ski, des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde comme personne. Journaliste et écrivain, cette fille des arcs est aussi populaire sous le pseudonyme de Ginette. Elle a fait rêver une génération de skieurs grâce à un palmarès époustouflant. Cette championne du monde de slalom, triple médaillée olympique, est aussi officier de la Légion d'honneur, une légende. Journaliste, rédacteur en chef de Ski Chrono, le magazine dédié au ski, sa vie, son œuvre, il sait tout du monde de la neige. Le biathlon est sa passion, 3 Olympiades au compteur dont il ramènera une médaille, vice-champion du monde, premier à arracher une victoire individuelle en Coupe du Monde. Il est aujourd'hui un acteur essentiel de Savoie-Mont-Blanc. Membre de l'équipe de France en alpin durant plus d'une décennie, ce Pyrénéen réussit sa reconversion comme Race Business Manager chez Rossignol, surnommé parfois le magicien. Il connaît fort bien Schladming en Autriche, lieu des championnats du monde de ski alpin, pour y avoir été sacré champion du monde de combiné en 1982. DTA puis DTN, il a été élu en 2010 président de la Fédération française de ski, le Big Chef. Claudie Blanc, Perrine Pollen, Laurent Davier, Hervé Flandin, Jérôme Novian et Michel Vion sont les invités de ce second numéro de Ski Room. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième plateau de Ski Room, une émission qui a pour ambition de vous faire découvrir les coulisses du ski de compétition, de vous faire comprendre tous les rouages et également faire mieux connaître les acteurs du Grand Cirque Blanc. Merci d'être là, il fait grand bon, on pourrait aller skier, vous avez tous des activités. Perrine alors, championne du monde il y a déjà un petit moment, tu es la dernière championne du monde de slalom française, toujours en titre. Toujours, bravo. Toujours. Qu'est-ce que tu deviens en fait? Parce que les gens ont envie de savoir ce que devient la légende du ski féminin. Moi, je travaille pour Savoie-Mont-Blanc Tourisme, qui est la structure de promotion touristique des 2 départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et donc, j'œuvre avec bonheur avec toutes ces stations de ski, notamment l'hiver, et puis on essaye de faire valoir aussi la destination l'été. Et puis, c'est vrai que les départements sont très mobilisés sur l'événementiel aussi. Et c'est dans cet esprit qu'on avait été mobilisés à plusieurs reprises, que ce soit sur de l'aviron, sur du canoë-kayak en 2001, sur Val d'Isère 2009, et puis nous serons à nouveau mobilisés sur les championnats du monde d'aviron en 2015. Donc c'est vrai que je m'active avec beaucoup de bonheur. Voilà, en coulisses. Voilà. Claudie, on a dit Ginette. Ginette, c'est il y a 30 ans, on se souvient d'Apocalypse Snow. 30 ans déjà. Tu étais la fiancée du génie de la glisse. Oui, j'étais la nana du groupe. La nana du groupe. Ouais. Et Régis Roland fête ses 30 ans justement, lui, en Inde en ce moment. Oui, c'est vrai. Voilà. Il voyage encore beaucoup, le génie de la glisse. Ouais. Et puis tu as des fonctions aujourd'hui, tu es adjointe au maire à Oui, à Bourg-Saint-Maurice, oui. Dans ma patrie, aux Arcs, donc Bourg-Saint-Maurice, oui. Et puis je suis maire déléguée d'Hauteville-Gondon. Et c'est intéressant, effectivement, parce que c'est la petite commune qui était la commune support des Arcs et qui a fusionné au début des années 60 avec Bourg-Saint-Maurice et qui a après porté le projet de création des Arcs dont mon père est à l'origine. Voilà. Voilà. Et, voilà. Rêve de berger, un bouquin essentiel pour comprendre les arcs. Non, puis pour comprendre comment les stations se sont créées. Oui. C'est une vraie saga. Alors il y a la saga familiale des Blancs, oui. mais on comprend comment les stations se sont créées dans les années 60. C'est essentiel. Rêve de berger, il faut le dire. Michel Vion. Michel, bonjour. Bonjour. Alors toujours champion du monde de combiné aussi, d'allié français, champion du monde de combiné. Il y a longtemps aussi, comme Claudie, il y a 30 ans ou presque 30 ans. C'est toute la même génération. C'est vous qui avez les clés. Maintenant, c'est la génération des quadras, quinquas. Un peu plus quand même. Un peu plus. Quadras. Ouais. Président heureux? Oui, heureux forcément. Oui, heureux forcément, parce que quand on rentre une quinzaine comme ça à Schladming, effectivement, c'est que du bonheur. Encore une fois, il y a beaucoup de travail derrière. Il n'y a pas que des choses bien, mais en même temps, globalement, c'est un bon hiver pour nous. Et puis il y a la neige. Il y a de la neige, les stations marchent bien, tout le contexte est très favorable en ce moment, malgré la crise. On peut imaginer que le ski, quand même, reste assez privilégié. Jérôme, un Pyrénéen, chez nous, maintenant. Tu es installé dans les Alpes. Oui, ça fait depuis 92 où j'ai raccroché, effectivement. Juste après les Jeux Olympiques? Juste après, a été embauché directement par Adrien,
du Villard, qui m'a embauché pour occuper son poste juste après 92. Voilà, donc maintenant, big boss de la course chez Rossignol, c'est ça? Un big boss, non, je m'occupe plutôt du business, donc tout ce qui est essayer de transformer ça et de transformer l'essai en business. La performance, c'est Angelo Maina qui s'occupe des coureurs, du contrat, du quotidien. Et donc, effectivement, on a deux fonctions bien différentes, distinctes. On essaye de tourner ça en business pour Rossignol. Alors, Hervé Flandin, premier, on l'a dit, le premier vainqueur d'une Coupe du Monde en biathlon, c'était là aussi une vingtaine d'années. Oui, bien plus, ouais, presque 25 ans. Presque 25 ans. Et tu as fait partie de cette génération qui a fait monter le biathlon au plus haut niveau. C'est vous qui avez, derrière Clodon, derrière Mougel. Qu'il a fait sortir un petit peu de la forêt. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est carrément sorti de la forêt, il est plein écran auprès des téléspectateurs et du grand public. C'est une fierté. Très très heureux d'avoir pu participer à l'histoire de tout ça. Ouais. Laurent Davier, bon, tu es en plein bouclage là, non, du ski chrono. Ouais. Donc merci de venir. En couverture, je suppose qu'il y aura du ski alpin, non? Il y aura du ski alpin. Tu as déjà choisi? C'est mon cœur balance entre Marion et Tessa, et on va voir. Mais je pense qu'on va s'orienter vers Marion, qui est la médaille du travail, du courage, et qui résume bien aussi la majorité des performances de l'équipe de France de ski alpin. Alors on va parler de tout ça. Hein? Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Oui. Pourquoi pas les deux? On fait un choix, il faut faire un choix et voilà, on tranche. C'est difficile. Et oui, quand tu as 2 médailles d'or quand même. Ouais. Alors, derrière nous, il y a quelqu'un qui travaille, qui fait pas trop de bruit, mais quand même qui lime, c'est Sylvain Métral. Sylvain Métral qui prépare des skis, qui sont des skis de compétition, qui vont servir à qui? À Tessa Worley, à Anémone? Ceux-là, non, ils vont être destinés à Anémone. Anémone Marmottan. Voilà. Ouais. C'est des skis de cette année qui vont être destinés à la course, mais cette année plus pour l'entraînement que pour... ce ne sera pas un ski de course. Alors là, l'émission dure à peu près une heure et quart. C'est le temps qu'il va te falloir pour préparer une paire de skis en fait. Ouais, c'est le temps qu'il va me falloir pour faire la paire neuve, ouais. Bon. Donc, c'est le technicien de Tessa quand même. Oui. Particulier. Donc il est médaillé. Il ne l'a pas. Non. Mais elle a un peu à lui aussi. Justement, on va en parler tout à l'heure. On va en parler parce que c'est le championnat du monde de Stadming qui va constituer l'essentiel de cette émission. Alors on est tous assez joyeux parce que ça s'est bien passé. Donc on va parler de ça avec beaucoup de décontraction et de bonne humeur. Mais avant toute chose, on va parler des championnats du monde de biathlon qui ont eu lieu à Nové Mesto, c'est en République tchèque. Et là aussi, il y a eu de très belles compétitions et une très belle ambiance. Alors, Laurent Davier, comme d'habitude, c'est toi qui nous fixe un peu le cadre de ces championnats du monde. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel sur ces championnats du monde de Nové Mesto? Sur Nové Mesto, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de beaux championnats du monde en République tchèque, un pays qui n'est pas culturellement aussi sensibilisé au biathlon que peut être l'Autriche, l'Allemagne, mais avec un joli succès populaire. Des championnats du monde sans surprise, puisqu'on a noté une domination norvégienne avec Thora Berger et Emil Venzen. Qui ont raflé beaucoup d'or, et puis des championnats du monde où la France n'a pas raté sa cible avec un Martin Fourcade de concours. On attend beaucoup de Martin, on veut toujours l'or, la victoire. Il fait quand même 4 médailles d'argent et 1 médaille d'or, et c'est quand même exceptionnel. Oui, la France est deuxième au classement des médailles, c'est ça Michel? Deuxième nation derrière la Norvège, oui, tout à fait. Alors tu es allé faire un tour là-bas, en milieu des championnats du monde d'Alpin, tu es parti avec ta voiture voir ce qui se passait. Belle ambiance. Oui, j'ai passé Super. 2 jours avec les biathlètes, c'était super. C'est le jour où Martin a gagné, donc j'étais le chat blanc, pas le chat noir. Pour une fois. Non, pour une fois, je ne sais pas. Non, c'était très très bien. Laurent l'a très bien dit, un succès populaire énorme. 200 000 personnes, je crois, c'est ça en fait. 200 000 sur la durée complète, c'était 22 000 par jour. Et puis un très beau stade, ils ont réussi à faire un truc vraiment de folie, comme un stade de foot, une arène exceptionnelle. Et puis voilà, puis la Norvège qui domine comme souvent le biathlon globalement. Et puis nous on est juste derrière avec Martin Fourcade et tous les biathlètes français. Alors on est devant des nations au final comme l'Allemagne ou la Russie qui ont des moyens 10 fois supérieurs aux nôtres, non? Bien supérieurs, 10 fois peut-être pas, mais 2-3 fois certainement. Je crois que c'est un débat qu'on a chaque année. Est-ce que les moyens font toute la différence? La réponse est bien sûr et non. On aimerait avoir un peu plus de moyens, certainement, et on va essayer d'en trouver d'ailleurs, mais on n'aura jamais les mêmes budgets que les Allemands en biathlon, c'est une évidence. Il y a une culture biathlon en Allemagne, c'est presque un sport national.
Et donc là-dessus, on ne pourra jamais se battre à égal. Le nombre de licenciés en France? C'est pas beaucoup. C'est un sport effectivement qui est difficile à mettre en œuvre pour des raisons de sécurité simplement. Faire tirer des jeunes, il faut un encadrement adapté par rapport à ça. Mais peu importe le nombre, je crois qu'il y a une belle école biathlon en France. Hervé l'a dit, il y a une trentaine d'années, on a toujours des biathlètes qui viennent au meilleur niveau mondial, avec une filière qui est bien organisée, un esprit biathlon qui est très fort, et une vraie propre identité liée à cette discipline. Hervé, comment tu as suivi ces championnats, toi? Tu étais devant ta télé, tu as suivi tout ça? Oui, j'ai suivi ça vraiment avec émerveillement, puisque c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, les biathlètes gagnent, continuent à gagner, continuent à faire rêver. Émotionnellement, les images qu'ils arrivent à véhiculer, elles sont fortes, elles plaisent au grand public. Et moi, je suis resté bon public devant tout ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Vous êtes devant votre télé pour le biathlon? Enfin, moi, je fais partie des grands fans. Moi, je rentre pas une course. Parce que je trouve que c'est super spectacle. Il y a un format qui est remarquable. L'IBU a réussi à faire un format qui est bien, des boucles courtes avec toujours une espèce de suspense qui va jusqu'à la fin. Et ça, c'est même des gens qui n'aiment pas le sport, on se met devant le biathlon, on peut que aimer ça. D'ailleurs, tenez, je vais vous proposer de revoir la finale de la poursuite, l'arrivée de la poursuite entre Svendsen et Martin Fourcade. C'était un grand moment de télévision, de sport et puis d'émotion pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? Ça résume bien le duel qui se sont livrés tout au long de la période des championnats du monde. Alors maintenant, ce qu'il faut signaler, c'est que Martin est toujours en tête de la Coupe du Monde. Donc il a encore presque 100 points d'avance sur Svendsen. Il devait aller au championnat du monde, peut-être on en avait parlé du championnat du monde de ski de fond, mais il préfère se concentrer sur le globe de... Oui, c'était une option qu'on avait imaginée il y a quelques temps, qu'il puisse rejoindre l'équipe de France de ski de fond pour le relais à Val d'Ifiem. Il est en tête de la Coupe du Monde générale de biathlon, il a pas mal d'avance. Quand il a gagné son titre mondial en individuel, il a repris une grosse avance sur Svendsen qui était malade ce jour-là. Donc il n'a pas couru, donc il y a eu des points qui ont été pris, mais pas suffisamment pour se mettre à l'abri d'un retour de Svendsen. Donc comme on connaît le Norvégien, accrocheur, il ira jusqu'au bout. Donc Martin, très sagement, choisit de préserver ses chances de gagner le général du biathlon. Alors Hervé, un mot des filles, c'est ton copain Thierry Dussert, médaillé avec toi, plusieurs reprises dans les championnats du monde et les Jeux Olympiques, qui gère cette équipe. Alors tu suis ça de près et tu l'as un peu au téléphone, comment ça se passe? C'est vrai que c'est vraiment pas surprenant, mais c'est vraiment chouette de les voir aujourd'hui, à la fois Stéphane et Thierry Dussert à la tête des groupes. Stéphane Bouchot, oui. Et ça me fait revenir quelques années en arrière. C'est vrai que je me dis, punaise, quelle place, quel chemin depuis, quelle place, des moments, je me dis, quelle place j'aurais pu, à un moment, ou quel parcours j'aurais pu avoir avec eux au sein de cette équipe. Mais sans vrai, parce que j'ai choisi une autre option, quoi. Mais je me dis qu'aujourd'hui, les connaissant tous les deux, ils sont à la tête de beaux groupes, de beaux athlètes, et connaissant leur état d'esprit, ils peuvent encore créer quelque chose de vraiment très très beau pour l'année prochaine. Michel, c'est bien quand les anciens comme ça, les anciens athlètes. Je crois que c'est même essentiel à un moment donné que les anciens athlètes s'impliquent dans l'entraînement, pour diriger. J'en suis un exemple. C'est vraiment bien. Il y a une vraie crédibilité, une vraie légitimité à prendre en charge des athlètes comme ça. C'est pas automatique, encore une fois, mais certains arrivent à bien trouver
Quand on est athlète, on est centré sur soi-même, on est égoïste, c'est normal, c'est logique. Et quand on est entraîneur, quand on est dirigeant, eh bien, on doit faire pour les autres. Là, c'est une autre démarche, mais encore une fois, il y en a qui y arrivent bien. Et par rapport au biathlon, il y a un vrai bon esprit, que ce soit bien sûr Stéphane Boutiot, Thierry Dussert, mais aussi Mazet, Giacchino, qui sont en charge du tir. Tous les techniciens, il y a vraiment une bonne équipe. Quand on va les voir quelques jours comme je l'ai fait là, on se rend compte qu'il y a un bon état d'esprit vraiment super. Alors je vous propose d'écouter la réaction de Martin Fourcade à l'issue de ces championnats du monde. C'est quand même l'un des grands hommes de ces championnats avec Svensson. Et chez les filles quand même, Berger, vous le signalez, super championnat du monde. Martin Fourcade. Bon, Martin, une 5e Marseillaise, tu as savouré, tu as apprécié? Ouais, je l'ai savouré. J'ai regardé les coachs et les techniciens en train de la chanter à tue-tête pendant que moi j'étais sur le podium. J'ai tendance à dire qu'il faut regarder le drapeau, mais moi je préfère regarder l'encadrement. C'était beaucoup de bonheur pour eux et beaucoup de bonheur pour moi de voir tout le monde comme ça. C'est sûr que c'est des moments qui arrivent rarement dans une vie, qui nous comblent, et c'est pour ça qu'on fait du sport de haut niveau. Aujourd'hui, c'était une super journée, une journée particulière. Je me suis levé, il y avait beaucoup d'électricité dans l'air. On a regardé la course de Tessa à la télé à midi. Et ouais, je me suis dit c'est une super journée pour le ski français. Ça serait bien que ça devienne une journée historique. Et voilà, donc, en tout cas, je suis vraiment content et c'est vraiment de bon augure pour l'an prochain, pour les Jeux Olympiques. C'est un bon entraînement. Michel, on a un grand champion là. Oui, c'est un champion énorme. Il a surtout il est jeune encore et il a une maturité. Il sait se servir de toutes les petites choses positives et négatives pour progresser. C'est un champion remarquable. Martin vient de le dire, j'étais à côté de lui quand on a vu gagner Tessa devant la télévision. On était ensemble, il y avait Alexis Boeuf, il y avait Jean-Guillaume Béatrix qui était là aussi. Et on a passé un petit moment très sympa ensemble à regarder gagner Tessa. Et pour revenir sur l'état d'esprit du biathlon, on était effectivement devant la Marseillaise, devant les drapeaux qui montaient. Tous les techniciens étaient là, tout le monde était là à chanter la Marseillaise. Et juste après, pour fêter la victoire, vous savez ce qu'on a fait? On a mangé une fondue fait maison dans le petit Algeco, dans le petit ski room des techniciens. Fait maison, c'est-à-dire fait maison, fait nous-mêmes. Ouais. Donc il y avait et ça, c'était vraiment un moment extraordinaire de convivialité et qui montre bien l'esprit qu'il y a dans le biathlon. Voilà. Béatrix a bien marché d'ailleurs à la Mastart 7e. Hein. Ça, c'est la nouvelle génération. Bonne équipe, oui. Alexis Boeuf et Jean-Guillaume Béatrix sont deux très bons coureurs qui seront là l'année prochaine, c'est sûr, à Sochi. Alors je vous propose de faire une petite pause dans ce ski room. On a Guillaume Desmurs qui vient de temps en temps, qui vient décoder ce qui se passe dans le monde du ski. C'est quoi ce cirque blanc? C'est sa rubrique et il a découvert quelques petites pépites à droite à gauche et on va les commenter ensemble. Bon, Guillaume, ils continuent à parler des championnats du monde. Ils se branchent un peu parce qu'ils se connaissent bien. Alors toi, tu n'es pas tout à fait là sur le ski alpin ou le biathlon. Tu as découvert d'autres choses, non? Alors moi, je voulais vous faire sortir un petit peu des pistes d'AME, des chronos. Direction Zinal en Suisse, pente freeride, compétition de freeride, la Swatch Skiers Cup. Et là, on a vu l'une des séquences les plus impressionnantes que j'ai pu voir en compétition de freeride. Elle est signée Sverre Lillequist, un skieur suédois qui accessoirement était le plus âgé de la compétition. Donc on peut voir sur les images, c'est tout à fait étonnant. Il n'a rien vu venir. Hein. Devant une avalanche, il envoie un backflip, donc un saut périlleux arrière, qui le replaque parfaitement, ça nous rappelle ça juste devant l'aérosol de l'avalanche. Et là, il se rend toujours compte de rien. Et il se rend compte de rien là. Non, sans blague. Il sent simplement un souffle qui lui pousse dans le dos. Ça pousse un petit peu, oui, effectivement. Ouais. Et il réalise ce qui s'est passé une fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Chaud, Claudine. Chaud, non, ça me rappelle une séquence de Régis, oui, qui est d'ailleurs une séquence dont tout le monde se souvient très bien. Une autre. Culte, voilà. Et où il est devant, comme ça, on surfe, et il y a une avalanche qui part derrière lui. Et Lafont, qui est à la caméra, n'a pas lâché la caméra et jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Et il s'en sort comme ça, il fait une trace. Et en fait, il est plus rapide que l'avalanche. Dans le film Apocalypse. Dans le film Apocalypse, oui. Donc il ne fait pas de backflip, mais c'est la même chose. Michel, même situation. Même situation. On connaît le talent des freeriders. Oui. C'est impressionnant. Oui. Enfin, moi, ce qui me gêne surtout, c'est que Guillaume traduit backflip, parce que je pense qu'on est peut-être d'un certain âge, mais on comprend backflip. Tu n'es pas obligé de nous dire quand même que c'est un saut périlleux arrière. Merci.
Comment c'est ton titre, toi? Business business manager. À toi. Merci. Qu'est-ce que t'as d'autre? Un autre record, 161,9, ça va te parler, Jérôme. 161,9 km/h. Ça, c'est Yo. Voilà, record de vitesse dans une descente. Ça va très vite, c'est sûr. Non, simplement, il y a déjà 20 ans ou 30 ans, on avait ces vitesses-là déjà. Donc, on a toujours essayé de limiter, de cacher un peu, au-delà de 150, pour des raisons d'assurance, pour différentes raisons, de ne pas trop montrer les vitesses. Donc, les skieurs, depuis pas mal d'années, vont à ces vitesses-là. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'à Wengen, on était dans les mêmes vitesses à mon époque, il y a 30 ans donc, sauf qu'on allait tout droit. Et eux, ils vont à ces vitesses-là, mais en faisant des grands virages avant et en faisant un parcours qui est rallongé d'environ 300 mètres de plus. Donc c'est des vitesses remarquables par rapport à un tracé qui se veut tournant pour essayer de freiner. Avec des skis heureusement qu'on les freine, quoi. Heureusement qu'on les freine. Un mot pour Yo, il a failli venir ici à l'émission, mais il a un peu bloqué du dos, il a été opéré, donc il est resté... On a une grande pensée pour Yoann Claret, parce qu'effectivement, lui, alors pour le coup, c'est pas un chanceux. Quand on voit ce qui est arrivé à David Poisson, à Marion Roland, eh bien, on va penser que lui, il peut faire la même chose. Parce que s'il y en a un qui est méritant aussi, qui a été blessé régulièrement, qui a raté ses mondiaux là, à Schladming, alors qu'il avait une bonne chance de bien figurer, ben voilà, on lui souhaite une bonne chance pour la suite. Il était vite à Kitzbühel. Kitzbühel très vite aussi, sur le podium quasiment à coup sûr. Voilà. Pour info, record de vitesse à ski de vitesse 251,4 km/h. C'est pas comparable. C'est pas le même niveau. Mais il est tombé. Déjà, c'est tout droit, il n'y a pas de kilomètres lancés, quoi. Ouais, mais derrière, c'est intéressant ce que ça génère, je pense, en termes de recherche, d'études, etc. sur la vitesse, la glisse, etc. Donc, je trouve que les marques s'y intéressent d'ailleurs. Les skis, tout ça, c'est toujours. Les mondiaux à Vars. Les mondiaux à Vars, c'est au mois de janvier, où je suis allé une journée aussi, qui est 242, je crois, les meilleurs. 242. Je suis monté sur la piste pour effectivement voir un peu comment ça fait. Avec le lançoir là-haut, il faut un gros cœur. T'as pas essayé? J'ai pas essayé, non. Il faut un gros cœur, mais il faut surtout, quand on va passer ces skieurs-là à ces vitesses-là, 240, 242, c'était ce jour-là, on dirait un avion à réaction, quoi. Le bruit est C'est la chute libre, non? Quasiment. Il y a une dizaine d'années, on avait travaillé avec Philippe Billy, d'ailleurs, de Vars, et on était à l'époque, on essayait de dépasser les 240. 10 ans après, on est déjà à 250. C'est extraordinaire. On pourrait discuter des heures surtout avec une équipe pareille. Bien sûr. Gilles, tu demandais tout à l'heure à Perrine que deviennent les champions quand ils reviennent à la vie civile. Alors là, on a un bel exemple avec Hansi Hinterseer. Quelque chose de culte, là. Allez, on regarde. Médaillé d'argent, 74. Aujourd'hui, il pousse la chansonnette. Allez. Toujours aussi blond. Ah oui, toujours aussi blond. Toujours habillé en blanc. Ah oui. Ah, il était très bel homme. Mais il est toujours Donc Claudie, une bonne idée peut-être pour la promotion des montagnes françaises? Ah oui, mais alors là, je sais pas, je choisis Michel au hasard. Oui, je suis pas assez blond peut-être. Bon voilà, donc Hansi Hinterseer, qui est une grande vedette en Autriche, et qui fait disque sur disque. Et qui... Très bon skieur avant tout. Très bon skieur, champion. Mais effectivement, il est dans le T'as skié avec lui presque, non? Ouais, c'est ça. Toi, tu arrivais quand il sortait, quoi. Ouais. Donc c'était des gens que tu regardais comme ça, c'est ça, je suppose, non? Oui, tout à fait. Voilà. Schladming, allez, Schladming, on en parle, on débriefe sur les championnats du monde de Schladming. Très très beau championnat du monde et très bien pour la France. Mais avant, parce qu'avant d'aller à Schladming, on va aller bientôt à Val d'Ifiem, ça commence cette semaine. Val d'Ifiem, c'est les championnats du monde de nordique, donc combiné nordique, etc. Et on a un garçon qui s'appelle Franck Pedretti, qui fait la minute de Pedrette, qui s'amuse un tout petit peu, et lui, il s'est mis dans l'ambiance des championnats du monde de ski nordique, avec un autre champion, mais d'un autre sport. Regardez, la minute de Pedrette. Allez, mon Guy, tu te concentres. T'écoutes bien ce que je te dis. Flexion, flexion, extension. Flexion, les bras dans le dos, tu glisses, concentre-toi bien. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, Forgy, vole. Et voilà. Et ben alors, tu vois quand tu veux. Regarde. 133 mètres.
Who's the champ? You see that? Pas de triche, hein, pas de triche. Déjà une fois, il ne faut pas attaquer dans les moments importants. Grand passionné de sport que tu es, est-ce que tu regardes et tu suis l'actualité du ski dans la presse? Ouais, un petit peu, surtout quand on a quelques-uns de nos compatriotes qui marchent pas mal en ce moment. Non mais si je te dis Alexis Pinturo. Ah bah oui, attends, Alexis Pinturo... Il a fait deuxième, je crois, du combiné à Kitzbühel, il a gagné en slalom aussi à Val d'Isère. Non, un jeune qui a du talent, qui marche fort. Bon, et cette semaine, on est en plein championnat du monde de ski. Ouais. T'as une petite idée de là où ça se passe? Ah ouais, en Autriche, à Schladming. Bon, c'est vrai que l'Autriche, c'est vraiment le ski est vraiment le sport national là-bas, et ils ont eu par le passé quand même d'immenses champions. Bon, et mon Guy, tu vas suivre un peu ces champions du monde? Ouais, on va être dans le portillon avec tous nos champions, on va pousser sur les bâtons avec eux, et on va hurler tout au long de la descente. Allez les gars! Et les filles, bien sûr. Droit dans le pentu, les cannes sous les bras. Allez du coco, on se forger. Mètres. Le revoilà. J'ai vu, t'as sur les points. Qui a de la chance. Bon, Forget connaît bien, hein. Il est bien au courant de tout ce qui se passe, très bien. Bon, il aime bien le ski, je crois. Ouais, donc ils ont tourné ça pendant les championnats du monde juste de Schladming, et là ils sont partis. Hein. Pedretti, il est parti justement avec Régis Roland, en Inde. Oui, s'amuser un tout petit peu. Schladming. Alors, Schladming, ces championnats du monde. On n'a pas été déçus. Ouais. Laurent. Succès énorme, 280 000 spectateurs payants. Un exploit avec Ted Ligeti à l'international, 3 médailles d'or, ce qui n'était plus arrivé depuis Jean-Claude Killy et Tony Seller. Marcel Hirscher qui gagne en bouquet final devant 45 000 personnes en transe. Et puis les Français qui sont là dès le début des championnats du monde et qui mettent le feu avec Gauthier de Tessières, l'étincelle, et qui donnent la banane à tout le monde. Et j'ai envie de dire, ça fait plaisir parce que c'est le championnat du monde des belles histoires avec Gauthier, Marion Roland qui avait eu ses soucis, avec David Poisson. Voilà. Donc pour le grand public, c'est des surprises, mais les observateurs les avaient vus aussi un petit peu arriver dans les derniers résultats. Ils étaient plein ballon. Et puis Tessa, la médaille de la performance, la petite Ligeti du ski féminin en géant qui domine son monde. Donc c'était vraiment que du bonheur. Bon, c'est un bilan qui est assez synthétique. Ouais. On va se revoir un tout petit peu tout ça. On va peut-être recommencer à se replonger dans ces championnats du monde avec la course de Gauthier de Tessières. C'était en Super G, c'est tout à fait au début des championnats du monde. Et regardez cette course, c'est un très très beau moment pour le ski français. Attention lui parce qu'il n'a rien à perdre. Voilà, bien actif sur les moments de terrain, ça c'est bien skié. De la légèreté pour l'instant Gauthier, attention, pas trop bas ici. Ouais, pour l'instant c'est correct. Oui, 4 dixièmes d'avance. C'est bon pour Gauthier, voilà, là il saisit sa chance. Là c'est un gros rythme qu'il imprime, hein, Gauthier. Ouais, c'est excellent. Michel, là ça commence fort. Hein. Oui, on a vu tout de suite Gauthier, ça a été dit par Jean-Pierre Vidal sur les commentaires. Tout de suite, on l'a vu skier sur 3-4 portes, là, très libéré, très relâché. Et moi, j'étais en tribune, j'ai dit, ça peut faire, ça peut faire. Et bon, après, il partait 4, donc il y a encore du monde derrière, mais le ski qu'il a pratiqué était un truc super, sans pression. Et on connaît le talent de Gauthier, trentenaire, qui a jamais brillé vraiment au très haut niveau, mais qui, on le sait, a un gros potentiel. On rentre dans le mur maintenant, Gauthier, il a un peu large ici, c'est pas grave. Allez, là, il faut tout lâcher sur le bac, il y avait beaucoup de hauteur ici, c'est excellent. Allez, il relâche suffisamment pour les skis pour prendre de la vitesse. Gauthier de Tessières à l'arrivée. C'est une course pleine pour Gauthier. Ouais, 100e d'avance pour le skieur de l'Alpe d'Huez. Ah, il ne devait pas être là. Gros. Incroyable, magnifique remplaçant. Oui, c'est dans les positions comme ça où on est les fois le plus dangereux, sans pression. Il a très mal vécu, je crois, sa non-sélection, il faut le dire clairement. Il s'en est fait presque un challenge, une revanche, quand on l'a appelé pour lui dire que finalement il serait qualifié pour le Super G. Et puis il s'est sorti, voilà, il a fait la course de sa vie. Alors, il fait ça en Autriche, et ça change forcément sa vie, parce que là-bas, on va le connaître en Autriche, parce que tout le monde dans ce pays-là s'intéresse au ski de compétition et ça a un impact énorme. Et il le dit lui-même dans ce tout petit sujet qui a été fait après sa victoire. Il y a une célèbre anecdote qui dit qu'en Autriche, en fait, tous les spectateurs dans l'aire d'arrivée connaissent les coureurs.
Et vous savez c'est quoi la différence en France? C'est qu'en France, c'est tous les athlètes qui descendent connaissent les spectateurs autour. On est beaucoup plus reconnu dans un pays comme l'Autriche qu'en France, quoi. Moi, hier soir, en Autriche, je suis surpris par le nombre de gens qui m'ont reconnu, tu vois. Alors qu'en France, je suis tranquille. Hein. Et la vraie différence ici, c'est que le ski, c'est le sport roi, c'est le sport numéro 1. Donc en France, peut-être qu'un jour, on y arrivera, il ne faut pas désespérer. On a aussi le moyen de faire découvrir le ski et de briller, mais pour ça, il va falloir continuer à progresser. J'aimerais bien qu'on soit plus reconnu, plus valorisé, parce qu'on fait un sport quand même qui est un sport à risque. On travaille dur pour ça et ça pourrait être bien mis en valeur. On pourrait voir plus de ski à la télé. Si on a des athlètes qui gagnent et qui brillent, on a vu l'effet Manodou en natation, le ski pourrait pourquoi pas retrouver une première place sur les chaînes françaises. Il peut y avoir un effet Gauthier, un effet Poisson, un effet Roland, on en parlera tout à l'heure, ou Tessa Worley, non? Perrine? Toi qui as gagné. Ouais. C'est la dynamique, c'est vrai que c'est le caractère collectif de ces médailles qui est éblouissant. Et je pense qu'il fait. Et puis il y a aussi des belles histoires, ce que disait Laurent tout à l'heure. Je pense que le fait que derrière chaque médaille, il y a une belle histoire, ça contribue à la médiatisation. Et puis je pense que cette première médaille gagnée par Gauthier est quelque part l'élément déclenchant. Moi j'ai le sentiment, comme tu le disais, il a allumé la mèche. Parce que derrière, et pourquoi pas moi, tu sens véritablement que ça a lancé une forme de dynamique. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Parce que ça a lieu au début des championnats tout de suite, quoi. Oui, c'est la première course. Effectivement, il y a forcément un effet dynamique, c'est une évidence. Sur le fait que, oui, je crois que ça désinhibe tout le monde. On dit, voilà, ben, pourquoi pas moi, il l'a fait, exactement. Il n'était pas sélectionné, du coup il est sélectionné, les bonnes conditions, il a un bon dossard, il le fait. Il prend sa chance. Il prend sa chance, et je crois qu'effectivement c'est un effet plus psychologique qu'autre chose. L'histoire est quand même belle. Gauthier, il a quand même, à part une 3e place à Val d'Isère, tu peux dire qu'il faut beaucoup d'abnégation, il faut quand même beaucoup de... Enfin, tu vois, tout ce que ça représente, et puis là, l'étincelle sur un championnat du monde, comme ça, elle va en sortir une. Je pense que, point de vue niveau humain, sportif, c'est quand même énorme. Alors, il y en a un autre. Il y a une médaille qu'il a voulu partager. Tout de suite, j'ai trouvé ça admirable avec Johan en disant voilà, je veux la partager avec Johan. C'est un monsieur, Gauthier, c'est quand même un monsieur. Oui. Parfait, bel hommage. Johan, il y en a un autre qui a fait un coup d'étincelle, quoi, mais vraiment des étincelles, c'est David Poisson. Hein. Donc on se replonge parce qu'on a vécu des moments très sympas sur ce championnat du monde. Allez, David Poisson. Ça monte hein, depuis Bormio, 13e à Bormio, 9e à Wengen, 4e à Kitzbühel. Voilà, tel que vous l'avez ressenti, donc il avait le dossard 13, bon signe, peut-être, hein, mais il n'avait pas vraiment une grosse visie. Hein. Non, David, un petit peu à l'inverse de Gauthier, on l'a vu monter en forme comme pas possible. Il fait 11e à Bormio fin décembre, 10e à Wengen la semaine d'après, 4e à Kitzbühel. Et quand on fait 4e à Kitzbühel, on peut imaginer prendre le départ des courses en disant aujourd'hui ça peut être mon jour. Et dans des conditions difficiles comme ça, avec une piste qui était très très exigeante, ça tape beaucoup, on le voit, la visibilité est très très réduite. Il a fait pareil un truc de fou. Et pareil, s'il y en a un qui mérite quelque chose, c'est bien lui dans l'abnégation, dans le courage qu'il a mis. Il a quand même dit tout le monde mérite. Je ne mérite pas plus que les autres, tout le monde mérite. Hein, c'était joli de le préciser quand même. Alors c'est la même piste sur laquelle tu as couru, Michel, ça? C'est exactement la même piste, exactement le même profil, sûrement peut-être un peu élargi, il y avait à l'époque peut-être un peu moins de terrain, mais non, c'est la même piste, même départ, même arrivée. Donc c'est une piste qui est réussie aux Français, puisque Franck Picard a gagné sa seule descente de Coupe du Monde à Schladming. Carole Merle avait gagné aussi. Et Carole Merle aussi. Jean-Pierre Vidal avait fait un podium juste avant son titre olympique de Salt Lake. JB Grange a gagné. JB Grange a gagné. Donc c'était c'est un petit peu une... Terre de France. Terre de France, voilà. Voilà, Schladming, Terre de France. On va évidemment dans un instant s'intéresser aux courses des filles, parce que là c'est presque le niveau supérieur, c'est l'or. Hein, c'est l'or pour les filles. Mais puisque l'émission s'appelle Ski Room, on va s'intéresser au travail des techniciens dans l'ombre, dans leur ski room, en quoi consiste le boulot qui se passe dans les coulisses. À rentrer. Voici l'antre des techniciens, là où tout se passe, dans l'ombre. Nous, on est techniciens, donc on s'occupe essentiellement de tout le matériel. Voilà, tout ce qui est préparation, un peu développement. Et puis bon, après, c'est beaucoup de relationnel aussi avec le pilote, on va dire, parce qu'on l'appelle le pilote.
a des rapports quand même assez privilégiés avec le pilote. C'est comme, j'ai toujours l'habitude de prendre un exemple, c'est avec les gens qui font du rallye, le pilote, le copilote. On parle beaucoup du pilote, pas beaucoup du copilote, mais nous on est quand même un petit peu copilote parce qu'on a quand même un rôle très très important, qu'il s'agit du fonctionnement des skis ou même encore plus, et psychologiquement par rapport à l'athlète. Parce que l'athlète, on passe quand même 10 mois de l'année ensemble. C'est énorme, c'est des rapports humains. Quand il est au départ, on tremble comme lui, et quand il est en piste, je pense encore plus. Hein. Après, je pense que ça peut faire comme une mère avec son fils qui regarde devant la télé, quoi. Je pense qu'elle tremble plus sur le canapé que lui dans le tracé. Lui, il pense à rien. Nous aussi. Nous, ça nous fait des fois un peu peur quand on est au départ de Kitzbühel et qu'on le voit partir. On dit comment on va le récupérer en bas. J'espère déjà qu'il va arriver. Et après, bien. Par contre, la victoire, c'est vrai que c'est fantastique. On explose comme lui peut exploser en bas. C'est fantastique parce que pour nous, c'est la moitié du travail qui a été réalisé. Même si nous, on ne les fait pas gagner, les athlètes. On les aide, on les prépare, mais on ne peut pas les faire gagner. Ça a tellement évolué, en fait, le travail sur le ski. Il y a toujours ces mêmes gestes, il y a cette même rigueur, ces mêmes coups de lame comme ça, il y a le fard qu'on enlève. On a l'impression que pendant des années, c'est un peu resté un peu... Tu vois, il y a quelque chose de... Le produit évolue, les skis évoluent, le matériel évolue beaucoup. Jérôme peut en parler mieux que moi. Claudie, tu peux pas savoir le travail qu'il y a avant une descente, c'est monstrueux. C'est une équipe de 5 personnes pendant une semaine qui font des tests et des runs avec tous les matins, à 6 h du matin, le matin de la course, pour prendre la paire la plus rapide dans ces conditions. C'est un travail d'orfèvre quand même. Il n'y avait pas ça avant. C'est beaucoup plus sophistiqué, quoi. Ah ouais. C'est beaucoup plus pro surtout. Plus pro, Sylvain, tu en dis quoi là? Tu continues à travailler, mais tu as quand même écouté ce qui s'est dit. Oui, j'ai bien écouté. Le travail en lui-même, il a un petit peu évolué, mais pas énormément. On reste sur des gestes qui sont sensiblement pareils. Il y a la technologie qui est un peu venue se mettre dans le jeu. Comme pour l'affûtage, par exemple. On travaille un peu à la lime, mais beaucoup aussi avec des machines pour avoir des quarts vraiment saillantes. Et est-ce que ça donne un plus ou pas? En tout cas, pour les athlètes, ils préfèrent. Pour préparer un ski, il faut combien de temps? Un ski? Une paire. Une paire? 9 courses. Ouais. Non, une paire de courses, la veille d'une course. Quoi. Il faut, je pense, pour une paire, on passe à peu près 3 quarts d'heure. Et t'en prépares combien pour un jour de course? Je prépare 2 paires de courses pour chaque athlète. Et est-ce qu'il y a des paires fétiches, toujours, pour certains coureurs la paire qu'ils préfèrent dans certaines disciplines et c'est celle-ci qu'il faut absolument, il ne faut surtout pas la perdre, et c'est celle-là que... Enfin... Ouais, il y en a qui ont des paires fétiches, ouais. Après, c'est bien d'avoir une paire fétiche, c'est sûr, mais le problème, c'est dès qu'il y a un problème sur une carre, ou on touche un caillou ou quoi, et que la paire, elle est foutue, ou même une chute, si l'athlète, il a toujours cette paire que fétiche, et ça peut le perturber aussi dans sa préparation de la course, quoi. S'il part... Pardon. S'il part déjà en se disant « purée, mince, j'ai plus la paire fétiche », alors qu'il a l'habitude de tourner ses skis et d'avoir un plus grand panel de skis, entre guillemets, fétiches, 2 ou 3 paires qui vont quasiment pareilles, c'est mieux. C'est ça qui est derrière toi, elle a une paire fétiche? Non? Non, elle était derrière toi. Ah, pardon. Elle a deux paires fétiches, enfin 2 paires fétiches, si on peut appeler ça comme ça. On travaille avec une paire pour l'échauffement, une paire pour la première manche, et encore une paire pour la deuxième manche. Et c'est avec ces skis-là qu'elle a couru? Ouais. On verra ça tout à l'heure. Ce que Sylvain ne dit pas, c'est qu'il travaille dans des conditions difficiles. Il ne fait pas très chaud dans leur gymnase où ils étaient. Là, c'était une ancienne salle de tennis. Ils sont 3 ou 4 à chaque fois, il y a une bonne ambiance, mais c'est quand même des travailleurs de l'ombre et c'est des gars qui ont la passion. Ils sont tôt le matin, ils sont toujours là et voilà. Donc, on ne les voit pas toujours à l'écran parce qu'on voit la championne qui gagne, mais derrière, il est jamais loin. Et c'est beau de voir Tessa qui rend hommage à son technicien parce que voilà. Alors, il y en a une autre qui doit sûrement rendre hommage à son technicien, c'est Marion Roland qui avait des skis qui allaient vite, qui avait des petites bombes ce jour-là, et qui fait une course exceptionnelle, un titre de championne du monde de descente, quelques années après Marielle Guachiel. Les conditions sont radicalement différentes, la piste est illustrée, il y a beaucoup moins d'accroche que pour les premiers dossards. 4
50 centièmes d'avance, au moins le podium, peut-être la médaille d'or. Allez, s'envoler sur la ligne d'arrivée. Restez calme, restez consciente. Allez, Marion maintenant, c'est le shoot d'une vie. Plus que 2 portes, Marion. Allez, par rapport à Fankini, c'est de l'or qui prend la tête. Oh, incroyable. Fabuleux. Voilà, et puis il y a ce cri au bout, hein, Michel. Oui, il y a ce cri au bout, mais c'était énorme parce qu'effectivement, on pensait que ça pouvait faire. Et au vu de la course, elle partait 22, on voyait la piste qui se dégradait, qui devenait illustrée. Et personne n'arrivait à battre le temps, ni les Mazet, ni les Marina Rich, ni personne. Frankini, oui. Et elle a fait une course de dingue. Et je pense qu'elle avait une grosse confiance sur cette piste-là. Elle avait fait des podiums l'année précédente sur la finale de la Coupe du Monde. Et réussir le jour J à mettre toutes les assiettes bien empilées là, c'est aussi le vrai travail, je pense, des entraîneurs qui ont su, je pense, appuyer sur les bons boutons et utiliser les bons ressorts pour tout mettre le jour J. Et voilà. Jérôme, victoire Rossignol. La descente, c'est important, donc elle avait forcément du bon matériel. Donc, comment on arrive à préparer ses skis? Ça veut dire qu'elle a essayé combien de paires de skis avant? Je pense que le nombre, après, on pourra demander peut-être à Sylvain, il sera peut-être au courant, mais je trouve que c'est extraordinaire. On avait fait le même coup avec Carole aux Jeux Olympiques à Salt Lake, française, avec les skis. Carole Montillet, bien sûr. Là, avec Marion. On nous a certainement des fois, à tort, je pense, dire qu'on n'investissait pas assez sur la glisse, sur les disciplines de vitesse. Bon, vous savez qu'on ne vend pas de ski de descente, donc forcément, c'est du travail uniquement pour les athlètes. Et alors, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que c'était à tort. La preuve, on le prouve là. Il y a eu un travail énorme. Je disais à Claudine tout à l'heure, effectivement, qu'il y a une vingtaine, vous êtes dans les ski rooms, il y a maintenant 20-30 paires de skis de descente. Il n'y en aura qu'une qui sera choisie le jour J, à l'heure, le matin même, par une équipe de 5 testeurs le matin qui se lève à 6h tous les matins, qu'on ne pouvait pas trop voir le soir d'ailleurs parce que le matin ils se levaient à 6h, et avec des skidoo, on amène le skidoo carrément sur place. Enfin, c'est toute une organisation. Quand tu demandais si ça a vraiment évolué, c'est là que ça a évolué dans le professionnalisme. Les gars ils se tapent ils vont dans toutes les stations avec le skidoo derrière dans le truck, et ils font des tests. D'ailleurs il y a Pierre, le fils de Crétier, hein, qui fait ça avec nous, qui adore ça et qui prend un super pied à faire ce boulot. Et les résultats sont là, donc c'est vraiment génial, quoi. Alors, Perrine, Carole, qui commentait sur France Télévisions, elle est tombée en larmes quand Marion a gagné. Beaucoup d'émotions, parce que c'est une émotion qu'elle a éprouvée. Toi aussi, tu as éprouvé ce genre d'émotion en devenant championne du monde. Est-ce que tu te retrouves dans ce genre d'image à un moment donné, quand justement le Graal est là, quoi? Oui, après la ligne d'arrivée, après tout ce qui se passe, oui. En amont, c'était un petit peu différent parce que moi, c'est vrai que mon titre, je l'ai eu plutôt en fin de carrière, donc j'ai couru un peu après. C'est vrai qu'il y a eu des rendez-vous en début de carrière à côté desquels je suis passée. C'est vrai que le titre, ma médaille d'or, je l'ai eu en fin de carrière, donc c'était un aboutissement. Je m'étais mis une pression épouvantable pour l'avoir, donc je ne garde pas un bon souvenir de l'avant, mais de l'après, c'est comme une libération, quoi, une délivrance. Il y a une belle fête d'ailleurs, je me souviens. Tout à fait. Oui. Ça change une vie d'être championne du monde. Je pense qu'effectivement, quand on regarde sa carrière, quand on prend du recul, ce qui reste, c'est uniquement les médailles olympiques et le titre de championne du monde, les médailles au championnat du monde. Donc ça montre à quel point il est important de se préparer pour ces événements-là. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais toute jeune, ma première année, je gagne la course avant les Jeux Olympiques, celle d'après, et je tombe aux Jeux Olympiques. Je ne réalisais pas que c'était grave, quoi. On m'avait dit, t'inquiète pas, prépare-toi, c'est une course comme une autre. Lake Placide. Voilà, Lake Placide. En 1980. Voilà. Et tout ça pour dire à quel point les événements comme les Jeux ou le Championnat du Monde ne se préparent pas la veille pour le lendemain, ce n'est pas une course comme une autre. Et que c'est tout un travail de longue haleine. Et souvent, ce qu'on voit, on voit les gens éclatés, médaillés, c'est soit des jeunes qui n'ont pas la conscience de ce que ça représente, soit c'est plutôt des athlètes avec de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui disent « je saisis ma chance ». C'est là où il y a une grosse différence avec Vancouver, où à Vancouver, voilà, on avait pris, c'est une course comme les autres, non, c'est pas une course comme les autres. Et là, le discours du DTN et du staff, il a été totalement différent. C'est pas une course comme les autres. Et des coureurs aussi. Vous les avez briefés après Vancouver, Michel? On en a beaucoup parlé. Moi, j'étais pas là à Vancouver en tant que président. Ouais. Je suis venu qu'après, mais effectivement, il y a eu un vrai discours, une vraie remise en cause par rapport à l'approche qui n'était pas la bonne. Je l'ai dit moi d'entrée dès que je suis arrivé, c'était pas la bonne approche.
qu'on le veuille ou non, c'est pas une course comme une autre. On a beau essayer de la normaliser, c'est pas le cas. Tout est par vis, tout est la pression, les médias, le village olympique, l'entourage, tout est différent. Donc là-dessus, c'est une approche qui est bien différente. Et pour revenir à Schladming 2013, c'est un point de passage. On est déjà, nous, fixés depuis 2 ans, et on le dit aux athlètes, et ils le disent aussi d'ailleurs, que c'est bien Sochi qui est l'objectif final. Donc il fallait réussir 2013 et réussir Schladming, mais c'était déjà dans l'optique de préparation pour Sochi 2014. Alors, justement, on parle de préparation, on a parlé de préparation du matériel, on parle de préparation psychologique avec les coachs, etc. On va s'intéresser aussi aux gens de l'ombre aussi, ce sont les kinés, qui ont un rôle important. Donc on a un tout petit sujet qui a été préparé par Clara sur la kiné de Tessa Worley. Il y a notre kiné qui est là aussi à l'année, donc qui nous suit tout le temps. Elle est là l'été comme l'hiver, en préparation physique comme au ski. La plupart du temps, pour moi, c'est bien parce que j'ai pas trop de bobos, c'est des massages de récupération. Et puis sinon, c'est vrai que voilà, quand on a un petit peu... Quand on revient de blessure ou des choses comme ça, bon, c'est important d'avoir un suivi avec la même personne et puis bah, voilà, de bien la connaître. C'est vrai qu'on arrive bien à échanger. Là, on travaille en détente. On travaille, il y a un petit peu de tension au niveau notamment de l'épaule de l'omoplate droite. Donc voilà, mais plus globalement sur la région du haut du dos et des épaules pour tout relâcher. Mais le haut du corps a en fait un énorme rôle de stabilisation. Donc en fait, effectivement, il y a toujours beaucoup de tension pour maintenir l'équilibre avec le haut du corps et pouvoir bouger en dessous comme on veut et pas avoir de mouvement parasite avec le haut. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de tout ce qu'il y a à faire derrière, de toutes les petites choses dont nous, on a besoin pour se sentir à l'aise au départ et pour avoir physiquement, mentalement, là je crois que c'est à nous de faire le boulot. Mais pour le reste, c'est vrai que d'être supporté, d'être aidé comme ça, c'est hyper important. Ça fait partie aussi de mon processus d'avant-course et de pouvoir arriver hyper détendue sur la course et prête, quoi. Perrine, on se souvient que tu as été kiné quand même, tu as fait des études de kiné. Voilà, tout à fait, hein? tout à fait. Tu as exercé un peu qu'à partir de 22h. Non, plus sérieusement, j'ai jamais... j'ai suivi tout mon cursus, j'ai fait mon stage plein temps, mais j'ai jamais pratiqué en tant que... voilà, une fois mon diplôme, sur mon grand désespoir de mon directeur qui m'a mis un peu des bâtons dans les roues pour pouvoir terminer mon cursus de kiné. Mais en tout cas, c'est des études qui m'ont beaucoup apporté sur le plan personnel, sur la connaissance du corps, sur la préparation physique... et qui m'a beaucoup apporté, et même je l'ai cultivé un petit peu tout au long de ma vie, quoi. Oui. Michel, très profitable. Ski-études. Ski-études, c'est-à-dire non, mais arriver à marier les deux, c'est compliqué, non? On est sûrement une des fédés les mieux organisées dans ce domaine-là, mais ça n'empêche pas qu'après, c'est des efforts c'était des vrais choix de pouvoir tenir des études en parallèle à sa carrière sportive. Mais on est assez bien organisé pour permettre, en tout cas à ceux qui le désirent, de pouvoir tenir les deux. Hervé, tu en as fait un peu, toi, quand même, des études. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même assez bien structuré, bien organisé. Et puis surtout, c'est quand même, je dis les sports de neige, hein, au sens large, qui permettent quand même derrière d'acquérir un métier, pour la plupart, au moins un métier à mi-temps. Pour certains, moniteur de ski, moniteur des métiers liés à la montagne et au milieu de la montagne. Une pluriactivité tout au long de l'année, je pense que ça permet à minima de pouvoir préparer une belle reconversion. Tu es multimédaillé, tu n'es pas champion du monde. Ça manque à ton palmarès aujourd'hui quand tu regardes tout ça ou... C'est sûr? Non, disons que c'est surprenant parce que c'est pas que ça me manque, mais j'ai pas l'impression d'avoir été un grand champion. J'ai eu la chance de faire plein de médailles en équipe, en relais. Jamais individuellement, alors que j'ai été 4e, 6e, 8e à des Jeux Olympiques, à des Championnats du Monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis,
c'est une très très belle période. Oui, mais tu as amené d'autres à en faire. Peut-être que tu es un précurseur pour les Français. Moi, je me souviens à une époque, quand on bossait pour ski français sur le nordique, on avait du mal à trouver des noms français. Et avec toi, tu fais partie de ceux qui ont commencé à faire décoller carrément le biathlon, etc. Moi, je trouve que ça se construit aussi, hein, non? Oui, non, mais voilà, moi je pense avoir participé à une belle période du biathlon et avoir participé un petit peu à notre manière à ce qui se passe aujourd'hui. Salam, Marguet, et surtout, voilà, la chance du biathlon, c'est que c'est un sport individuel et en équipe. Et ça fait la grande richesse, tu vois, de notre activité. Les garçons et les filles se déplacent sur les mêmes sites. Et ça a été vraiment une vraie richesse, quoi. Voilà. On se fait un petit plaisir? Allez, on regarde la course de Tessa Worley. C'était il y a quelques jours à Schladming. Allez Tessa, une manche. 1 minute 03 pour rejoindre dans la légende Carole Merle, la dernière française sacrée en géant. C'était il y a 20 ans à Morioka. Allez, Tessa, la skieuse du Grand Bornand, là, tous les fans devant être devant leur écran télé pour l'encourager. Allez, encore derrière, elle reste là. Allez, petite seconde, 43, elle ne peut pas perdre cette avance dans le but, Tessa. Elle va être championne du monde. Elle est championne du monde, Tessa. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France. Après Mario Roland, on vit des championnats du monde exceptionnels pour l'équipe de France. Et on est content. Ça met toujours les frissons, hein? Ah, des frissons, bien sûr. Alors, bon, on a beaucoup parlé de Tessa, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Je crois que c'est alors, on va dire mérité, non, aussi, pour reprendre l'expression qui ne fait pas plaisir à Poisson. Non, mais elle faisait partie des favorites. Bien sûr, il y avait Mazet qui avait tout gagné, mais elle faisait partie des 3-4 qui pouvaient gagner. Et sur un terrain comme ça, neige très dure, avec une pente relativement importante, elle faisait partie même des 2 favorites, à mon sens. Mais après, c'est bien de le dire, après, il faut le faire. On a beaucoup parlé de Ligeti qui a survolé le géant chez les hommes. Alors pour le coup, Tessa a aussi survolé largement le géant chez les dames. Voilà, c'est du ciselage, hein, c'est ciselé, il n'y a pas une faute, il ne peut rien lui arriver. Et elle gagne avec une grosse marge d'avance. Chapeau, gros chapeau. Alors, un mot peut-être des retransmissions télévision, entre Eurosport et France Télévisions. On a vu du ski à la télé, c'était bien travaillé. Les consultants sont bons, c'est sympa, une belle ambiance. Comment vous les avez vécus? Parce que Michel, il les a vécus un peu sur place, tu as regardé un peu la télévision. Toi, évidemment, tu étais sur place. Mais vous qui avez regardé la télévision, comment vous les avez vécus ces championnats? Adoré. J'ai adoré. Oui. Alors c'est vrai qu'on hésitait entre les 2 chaînes, mais par contre c'est vrai que France Télévisions, ils ont fait une couverture absolument extraordinaire avec un dispositif sur place, avec des images au départ, et puis avec une Carole Montier qui était top au départ, à la fois proche des athlètes, mais gardant quand même de la réserve. Et puis Luc, voilà. Et puis Jean-Pierre Vidal, il ouvre toutes les portes, Luc ouvre toutes les portes là-bas. Luc, voilà, rayonnant, et puis Eurosport, et puis avec Alexandre, les 2 Alexandre Boyon, et puis Pasteur extraordinaire, quoi. On sent des passionnés. Manquait un peu d'Alcin peut-être pour nous en descente. Pour la descente. Non, la chance qu'on a, c'est qu'on est un des rares sports qui effectivement est quasiment 100% à la télévision l'hiver grâce à Eurosport. Alors il faut avoir Eurosport, mais Eurosport, il faut savoir, c'est 9 millions maintenant d'abonnés, de gens qui payent Eurosport, donc c'est pas rien. Et France Télévisions qui a fait un effort particulier, je tiens à souligner, parce que plus de 20 heures de direct, et avec une couverture vraiment exceptionnelle. Complémentaires, je pense que les 2 sont assez complémentaires entre Eurosport et France Télévisions. Donc un grand bravo à ces 2 partenaires télé, parce qu'une fois, ça a été très bien couvert et très bien relayé. Je crois qu'on peut le dire, parce que la précédente émission, on avait dit qu'il n'y avait pas assez de ski à la télévision. Et une couverture internationale, c'est-à-dire que l'ORF était sur l'équipe de France, le Kronenzeitung, qui est le plus grand journal d'Autriche, 1 million d'exemplaires sur 8 millions d'habitants, écrivait même en français après cette victoire. C'était 10 grandes nations, la France, et il y avait du français dans tout le texte pour dire que voilà, c'était quelque chose. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de nous. Et puis, souligner le dispositif de production des Autrichiens, c'était absolument extraordinaire. Alors, on avait tout un sujet, mais je pense qu'on va pas avoir le temps de voir. Je crois, 90 caméras. On ne va pas avoir le temps de le voir, c'est dommage, mais parce qu'on avait tout un sujet là-dessus. Ça participe énormément. Alors, je suppose... Non, mais dire aussi que ça fait du bien au tourisme, quand même, tout ça. Hein. Mais oui. Mais ça, on l'a déjà dit la semaine dernière. Ah bon,
l'essentiel. Ouais, non, mais les choses sont très liées, quoi. Oui, on voit du ski, ça donne envie de skier. La neige partout sur le territoire. À une semaine des vacances, c'était fabuleux. On a un rôle sportif, très clairement. On a aussi une mission de service public, la fédération, c'est de faire en sorte qu'on est aussi sur la promotion de notre activité, notre sport. Et dans ce cas-là, c'est effectivement un bon... Avec des skis français. Voilà. Alors justement... Avec des skis français. Et puis dans un contexte où les autres sports marquaient un peu le pas, le foot, le rugby, on voyait, voilà. Donc c'était magnifique de voir ça. Justement, il y avait une petite opération à Schladming qui avait été faite par un club France, enfin un club de station, Chamonix, Méribel, Val d'Isère, Courchevel, organisé par Benoît Fritsch. On a un petit club qui était le Oh là là. C'est là où on a fêté les médailles et on a vu se regrouper les Français et c'était en pleine rue. Donc on voyait bien la France à Schladming, ce qui était pas mal. On regarde un petit sujet là-dessus. Cet endroit, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu pour affirmer la présence de la France qui a été mis en place par 4 stations, les 4 stations organisatrices de Coupe du Monde française qui se sont dit on doit exister, on doit continuer à peser au milieu du ski international. Et le grand rendez-vous tous les 2 ans du ski international, c'est ici. Le cœur du ski bat pendant 15 jours ici en Autriche, pendant ces championnats du monde. Et donc ce lieu, c'est une façon pour les Français de dire non, on est là, comptez avec nous. Et puis, vu qu'on est français, on ne l'a pas fait avec un gros barnum, on l'a fait en emmenant ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire notre gastronomie, nos chefs. Et pendant ces 15 jours, on a 5 chefs qui vont se succéder en cuisine. On va se régaler avec des produits français, avec du bon vin, pour porter haut les couleurs de la gastronomie, du savoir-vivre à la française. C'est un rassemblement, en fait, qu'on trouve ici. On a fêté les médailles. Je pense que tout le monde a tenu à venir ici, puisque tous les gens qui gravitent autour, la télé, les journalistes, les sponsors, tout le monde regarde, tout le monde est passionné. Et de pouvoir se retrouver dans un lieu et de se dire des choses toutes simples, bravo, on t'aime, tu nous as fait vibrer. Ces moments-là, c'est important, il ne faut pas passer à côté. Je pense que c'est bien parce qu'on n'a pas de club France, tous les pays ont un club du pays. Nous, on n'a pas de club France et c'est vrai que c'est un lieu convivial où on peut venir, on va dire, se ressourcer ou retrouver les Français pendant les championnats du monde. C'est toujours important de se retrouver quand même quelque part et d'avoir un petit coin convivial, quoi. Jérôme, tu as passé du temps là-bas, non? Un peu, non? Oui, effectivement. Parce que tu étais à côté, toi. On avait tout fait pour, effectivement. On a été en très bonne collaboration avec le club Olala. On partageait le même restaurant avec les mêmes prestations. Donc c'était convivial. Alors bien évidemment, quand c'était des médailles françaises sur les skis français, Rossignol, on débarquait bien évidemment dans le club Olala, puisque comme ça, il y avait une parfaite fusion. Tu avais un budget champagne? Oui, ouais. J'en ai pas loupé beaucoup, effectivement. Oui. C'est pour ça ma voix a un petit peu reçue. Michel, ce genre d'opération, les stations étaient là, elles sont toutes venues. Oui, très bien. Saluer les 4 stations qui ont fait ça, hein, Courchevel, Méribel, Val d'Isère et Chamonix. C'est important effectivement d'avoir ce pied-à-terre. On a fait, juste pour vous donner un exemple, on a fait un repas du Conseil de la FISE, donc les personnes qui décident du ski mondial, entre autres des calendriers, où on met les courses, quand on les met. Et ce repas qui a été offert a permis aux 4 stations d'être vraiment dans la lumière ce jour-là. Donc il y a un petit côté un peu stratégique aussi, un peu de lobbying qui des fois manque à la France. Donc là, c'était aussi l'occasion de bien faire ça. Il faut signaler qu'il y a des Ronald Tourisme aussi qui étaient dans le dispositif. On les oublie toujours un peu, mais ils étaient là. Alors on a beaucoup parlé aussi de candidatures éventuelles de stations françaises dans les futurs championnats du monde. Ça faisait partie des discussions un peu, non? Vaste sujet, et surtout peut-être un peu tard le soir, avec un peu trop de champagne peut-être, mais non, on n'en est pas là pour l'instant. Effectivement, c'est un dossier qui est assez important, mais il y a deux stations qui commencent à imaginer être candidats pour un mondial. Alors c'est 2021, 2023, c'est encore un peu loin, mais surtout il y a des préalables, des prérequis qui sont très importants, un cahier des charges très lourd que la FISE impose, et donc avant d'avoir pris ces garanties-là, on sera prudent sur le dossier. Alors on a le sentiment avec cette 3e place aux médailles, les États-Unis, donc grâce à un type hors norme qui est Ligeti. Sans Lindsey Vonn, blessé d'entrée. Les Autrichiens, qui finalement ont recollé au peloton en 2e semaine. La France 3e, on a le sentiment, je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, que la France s'est de nouveau installée dans les grandes nations du ski, du ski alpin, ce qui n'était pas tout à fait le cas ces dernières années quand même. On a l'impression que c'est plus solide, c'est des médailles avec
beaucoup d'athlètes, des athlètes placés. On pense aussi aux courses. On n'en a pas beaucoup parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, de Pinturo, qui est tout simplement excellent quoi, dans ce qu'il a fait. Comment tu vois la place de la France aujourd'hui, justement, dans ce concert? Je la vois dans ce qui m'a été rapporté pendant les 10 jours, là, par des journalistes, par des collègues à moi, par des entraîneurs, par des présidents d'autres fédérations. Effectivement, de faire 4 médailles avec 4 coureurs différents, ça c'est un truc qui a marqué, et qui marque, je crois. On est sur la bonne pente. Rappelons-nous la bonne moisson déjà à Garmisch, sur les mondiaux de Garmisch en 2011. Déjà 4 médailles. Alors, il y avait un titre par équipe qui effectivement comptait qu'à moitié, mais il y avait déjà 4 médailles déjà, donc 3 en individuel et 4 avec le par équipe. Donc on est je pense, sur une bonne dynamique. Alors retrouver le rang mondial qu'on aurait peut-être jamais dû perdre peut-être, mais en tout cas il n'y a pas une course où on n'a pas joué devant. Pinturo, il y a le slalom dame qui est un peu le point noir, c'est vrai, mais ça veut dire en clair que, et au-delà des mondiaux d'ailleurs de Schladming, c'était aussi depuis le début de saison, régulièrement on joue devant, avec pas beaucoup de chance d'ailleurs de réussite, mais on a retrouvé une équipe qui effectivement globalement est à un niveau dans les meilleures nations mondiales, très clairement. Alors je vous propose qu'on fasse notre petite rubrique coup de cœur, coup de quart, donc il va être forcément beaucoup question des championnats du monde de Schladming et peut-être un peu de biathlon. Et puis on va continuer donc à parler de ces championnats du monde. Alors on commence par toi, Claudie. Coup de cœur. J'en avais plusieurs. Ouais. On a pas mal parlé de télévision. Moi j'ai bien aimé zapper entre France Télévisions, les différentes chaînes Eurosport. Ça nous arrive rarement, donc on en profite et c'était du coup excellent. On a vraiment vécu une grosse semaine de ski. Ça, c'est un premier coup de cœur. J'ai bien aimé le passage de Marion Roland à Canal+, avec Miss Météo. Ça j'ai trouvé sympa. Ah ouais, vraiment, je me suis dit super. Là, on est vraiment au cœur du système média. Le ski, on est revenu devant au premier plan. Ça fait du bien, quoi. Et en plus, j'ai trouvé radieuse. Je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. Magnifique. Et puis, bon, moi, j'aime bien David, quoi, parce que je connais bien sa maman David Poisson, parce que sa maman, Jeannette, était au collège avec moi. Et elle est dans ses cuisines avec son mari qui est au Fourneau de l'Ancolie, qui est un très bon restaurant, je le redis, quand on redescend des Arcs ou de la Plagne, dans cette vallée de Pézet, là. Et je me dis, chaque fois, il a dû grandir avec la terrine aux myrtilles. Belle ambiance. Et elle est arrivée sur son poste avec son mari, elle regarde. Et quelquefois, elle fait comme ça quand il est à Kitzbühel et tout. Donc voilà. Pas de coup de quart, il n'y a rien qui te... Sinon, le coup de quart, on en a un peu parlé avec Perrine, on a le même. Je vais la laisser s'exprimer sur le sujet parce qu'on a absolument le même coup de cœur. Alors Perrine, coup de cœur. Coup de cœur, moi, c'est l'esprit en fait de conquête de cette équipe de France, chercheuse de médailles. Et ça, je trouve qu'il y a une dynamique extraordinaire et ça fait extrêmement plaisir de voir cette dynamique collective. Voilà. Michel, vous travaillez ça avec des préparateurs mentaux, enfin, etc. Bon, il y a des gens qui suivent, des psychologues qui suivent, qui organisent, mais la démarche est individuelle. Mais on a une personne qui gère globalement la bonne mise en forme. Mais c'est vrai que quand on voit le contraste avec, on parlait de Vancouver tout à l'heure, et puis là, cet esprit de conquête extraordinaire, quoi. Et puis, alors le coup de quart, alors. Le coup de quart, c'est quand j'entends dire qu'Alexis Pinturo a raté ses championnats du monde. Ça fait mal au cœur, vrai que oui. Et Alexis, je le connais depuis qu'il est tout petit parce qu'il a été dans le même club que mes enfants, donc j'ai pu le voir skier depuis Courchevel, on le sait. Et c'est vrai qu'afficher 4 places dans les 6 premiers, il s'est invité à toutes les cérémonies de remise de médailles à 21 ans, c'est simplement incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que s'il n'a pas été médaillé, je pense qu'il construit ses médailles dans un avenir extrêmement court terme. Il faut rappeler que Zindal, à 21 ans, en hommage à Saint-Moritz, avait fait 22e en descente, 7e en géant et était sorti au Super G, quoi. Donc ça place un peu le personnage. Et Hirscher n'a pas eu de médaille au dernier championnat du monde. Voilà. Hirscher avait 2 ans, il y avait 2 ans de moins. Donc, voilà. Donc c'est porteur d'avenir. Ce qu'il a fait, c'est unique. Hein. C'est le seul actuellement, c'est le seul skieur au monde qui peut faire ça, qui peut être dans les 6 premiers, dans 4 disciplines différentes. Peut-être Ligeti, non? Non, Ligeti en slalom, non, je suis désolé, non. Ligeti, non. Il est un peu en slalom. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quelque part, les quelques-uns qui ont imaginé effectivement qu'il avait raté ses mondiaux parce qu'il n'avait pas de médaille, ça c'est vraiment... D'abord, c'est quelques-uns pour commencer. Quand c'est écrit, voilà. Et qui ne connaissent pas grand-chose au ski. En général, on essaie rapidement de leur expliquer comment ça fonctionne. Mais effectivement, tu l'as dit, Perrine, justement, c'est un investissement énorme sur la suite.
Et on a tenu à tenir ça, à tenir ces 4 disciplines, parce que, encore une fois, à Sochi, il sera dans les bons, et pour le coup, dans 4 disciplines. Et puis une maturité à cet âge-là, absolument incroyable. Ouais. Jérôme, tes coups de cœur, Coup de cœur. Bien évidemment, je pensais que mes collègues allaient parler des filles, de nos filles françaises, bien évidemment, mais qui est incontournable. Mais j'ai trouvé le mardi de... Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on voit justement le podium, c'est ça. Ouais. Alors, le mardi, j'ai trouvé l'atmosphère un peu plombée. On arrivait dispo, mauvais temps, mauvaises conditions, la course reportée. 13 fois. L'accident de l'INSEE, alors un peu dramatique. Et puis un podium, j'ai trouvé les filles sur le podium assez extraordinaires, radieuses. Donc Tina, Lara, Julia, alors je ne sais pas s'il fallait s'appeler A en ce moment. Ouais. Tessa, après et après Tessa, effectivement. Il y a eu Marion qui a coupé le... Mais j'ai trouvé les filles, quand elles sont montées sur la Medal Plaza, là, les 3 filles, elles étaient un petit... Bon, bien évidemment, là, elles sont sur le coup juste après la course, mais quand elles sont venues maquillées dans la Medal Plaza, c'était tout simplement magique. Elles étaient superbes. Bon, là, on est tous d'accord. Hein. Non? Coup de quart, un petit peu? Alors, coup de quart, j'ai pas trop compris coup de quart. Ouais. Toi, coup de quart, c'était coup de quart? Moi, pour moi, coup de quart, c'était la perf. Alors, la perf, vous ne pouvez pas passer à travers Liggett. Liggett, c'est... bon, déjà, il fait rêver la moitié de la planète, dans la planète ski. Tous les gamins s'identifient à lui. Il a sa marque de lunettes et de casque. Il fait des trucs vraiment propres. C'est vraiment un Américain dans son approche. C'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi méditer ou regarder, Michel, parce que moi, je l'ai vu faire le lundi, il était à ISPO, il était à Munich, au salon international. Il était chez son équipementier, en train de faire l'interview le soir à 17h. Il prenait le lendemain, bam, il claque, il est médaille d'or. Et à Val d'Isère, le surlendemain. C'est quand même incroyable, quoi, cette disponibilité, il est relax, il a pas, tu sens pas le poids de... Alors on lui posait la question, je me rappelle, il lui posait la question, qu'est-ce que tu penses faire au Super G? Alors il dit, bon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, hein, il disait, bon, si je sais que je marche bien en ce moment, Super G, si je fais dans les 3, dans les 5, ça sera super bien et tout. Il claque la médaille. Michel, qu'est-ce que tu as aimé? Moi, les 2 coups de cœur, je vais être très classique, mais moi, c'est la manière dont nos 2 filles, nos 2 championnes du monde ont manifesté leur victoire. Le cri de Marion Roland à l'arrivée. J'étais à 5,50 m juste en dessous de moi, elle était en dessous de moi là. Et puis Tessa qui lève les bras au ciel et ça c'est des gestes comme ça qui restent. Parce que on se voit, là j'en parle de moi être en arrière, ce qui me reste c'est ça. C'est le moment où j'ai compris que j'avais gagné. Et le reste j'ai oublié, que la descente, tout ça, bon... Ben, par contre, même le podium, on oublie. Par contre, le geste de dire là j'ai gagné, j'imagine j'avais dû lever les bras en l'air aussi, comme tout le monde. Tu te souviens? Oui, c'est plus podium. Hein. Ce qui me reste, c'est un beau podium en Marseillaise. Mais là, on voit les images. Ce cri-là, elle était à 5 mètres de moi. Ça m'a mis le poil. Et ce qui te dérange un peu plus? Alors le coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur parce qu'on a vécu des chemins du monde extraordinaires, il faut le dire clairement, en termes de public, en termes d'ambiance, de connaisseurs. Justement, par rapport au public, s'il y a un coup de cœur à mettre, c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était un peu une concurrence déloyale. Il y avait un 12e homme sur le terrain. Et entre autres, le dimanche, pour le slalom homme, 44 000 spectateurs qui ont fait un vacarme de dingue et une ambiance de folie. Et là, on s'est dit, c'est pas juste. Ça a marché pour eux. Ça fait un 12e homme sur le terrain. Voilà. Et tu crois, tiens, Alexis, ça peut le perturber, un truc comme ça? Non, je ne sais pas si ça perturbe. En tout cas, quand on est au départ du slalom et qu'on entend la clameur en bas, quand on entend le public qui réagit à la moindre faute, au moindre meilleur temps qui... je pense que quand même ça... Oui, tu entends. Ah ouais, ça faisait du vacarme. Tu entends. Hervé? Coup de cœur, c'est un peu au sens large. Je le disais tout à l'heure, moi je suis plutôt encore bon public. Et quand tu regardais, que ce soit une course de biathlon, une course d'alpin, schladming, toutes les disciplines, tu te disais que déjà tu allais voir une belle course. Et en plus, sur chacune de ces courses, un Français pouvait gagner, pouvait jouer un podium. Et ça, tu te dis, punaise, c'est quand même fabuleux qu'on puisse jouer sur chacune des compétitions. Donc j'étais assez émerveillé pour ça. Je me disais, aujourd'hui, la France, elle est à son vrai rang. Et les athlètes peuvent gagner. Et en plus, c'est ce qu'on voyait à l'écran, ils savent bien gagner, ils sont beaux une fois qu'ils ont gagné sur les podiums, c'est ce qui a été dit. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on avait
qu'on savait moins faire ou moins bien faire peut-être il y a quelques temps. Et coup de quart, t'as pas de coup de quart, toi t'es un mec gentil. Donc, déjà, toi, nous, on leur dit qu'on n'a pas de quart. Il n'y a pas de quart. Et non, c'est vrai j'ai pas de coup de quart. T'as pas de coup de quart? Non, j'ai pas de coup de quart. Laurent? Alors moi je vais commencer par le coup de quart pour finir sur une bonne note. Ah voilà, finissons sur une bonne note. Donc le coup de quart c'est les slalomeuses françaises parce que voilà, c'est je trouve les seules qui n'ont pas été de la fête, ni dans la technique, ni dans l'engagement, ni dans l'envie. Alors elles partent de loin, on sait que c'est en chantier. À part Laurie Mougel qui a fait cette année une 5e place. Mais je pense qu'il y a un travail à faire là parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est un coup de quart pour les encourager, les titiller. Michel, il y a des noms qui circulent, des changements. Non, mais, il y a un mercato d'entraîneurs. Effectivement, c'est la discipline où on est un peu en difficulté. Et pas uniquement à Schladming. C'est depuis le début de saison où on est loin du compte. C'est vrai. Il faut souligner quand même les efforts qui sont faits. C'est pas parce qu'elles ne font rien, elles travaillent, elles sont sérieuses, tout ça. On est sûrement un peu dépassé en technique. On a vu effectivement techniquement globalement toutes les filles sur les mêmes registres, un peu en difficulté. Et ben on va travailler là-dessus. Heureusement qu'il y a un peu de travail. Je crois qu'il faut en sport, il faut rester très très humble, même pour quand ça marche bien. Et depuis une heure, ça va bouger dans l'encadrement. L'encadrement, je pense pas. Je pense pas. C'est pas forcément la manière de dire voilà, ça marche pas, on vire tout le monde et on recommence à zéro. On est à 9 mois des Jeux Olympiques. Après Sochi, on verra, mais jusqu'à Sochi, on va serrer les coudes et on va essayer de travailler pour arriver à Sochi avec une équipe technique d'âme de qualité. Parce que là, on parle de la déception des slalomeuses, mais on a aussi la déception Fanara qui faisait une course superbe, Missidier moins bien. Anémone Marmottan. Ils ont tous joué, quoi. Ils sont allés chercher, ils ont pris leur chance. Des fois, ça passe ou ça casse. C'était ça. Ce qui est intéressant, c'est que Anémone, effectivement, a passé une année difficile l'année passée, et elle part en disant c'est aussi mon jour. C'est aussi mon jour. Et on voit, elle fait un très très bon départ. Elle passe avec un temps excellent au bout de 30 secondes. Bon, très bien. Et puis Thomas Fanara, qui est le seul à rivaliser avec Leggetti. Encore une fois, s'il rivalise, c'est qu'il a pris des risques, c'est qu'il était peut-être un petit peu en sur-régime, c'est possible. Voilà. Donc là, on ne peut pas reprocher. Voilà. Ouais, tu vois, excuse-moi, à l'instar de Thomas qui skie fort en géant. Mais les filles, pour revenir, moi je trouve que Laurie, la manière est vraiment très bien parce qu'elles engagent. Tu vois, c'est des filles. Alors, le résultat n'est pas là, mais alors elles engagent quand même. En slalom, on sait très bien que c'est la guerre, il faut vraiment engager. C'est vraiment celui qui prend le plus de risques qui passe. Mais là, j'ai trouvé quand même qu'elles engageaient. Quand même. Ouais, elles sont quand même un peu loin. Oui, mais tu parles sur un plan technique, tu dis qu'il y a des choses encore. Et c'est quoi parce que... on a vu des pays comme la Suisse, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. La Suisse qui plonge vraiment, et pas uniquement en Schladming. Qui n'ont pas su, depuis, je pense, 2-3 ans, adapter une certaine évolution technique qui s'est passée. Et voilà. Et nous, en slalom, on est encore, je crois, sur un vrai problème technique. Donc, on a peut-être travaillé plus le virage, la conduite de virage, et pas assez le relâchement, sans rentrer dans le détail, mais on a quelques corrections à faire sur l'approche. On peut s'engager comme des fous, si les skis sont en travers, ils sont en travers. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as des évolutions ski encore là sur le... Plus maintenant. Les normes sont changées. Ils viennent de changer là cette année, il y a un énorme travail effectivement pour les équipementiers. Mais c'est en géant essentiellement. En slalom, ah oui, donc ça n'a pas touché le slalom en fait. D'accord. Et le coup de cœur, c'est Marion Rolland, son cri, là, ce qui d'ailleurs va faire la couverture du prochain ski chrono qui va sortir, parce que c'est ce qu'on retient. Et puis surtout, on avait fait le pari avec Marion, on était allé la voir le 8 octobre pour faire un gros entretien avec elle. Parce qu'on se disait, tiens, il y a quelque chose chez cette fille. Il y avait déjà. Alors on a eu de la chance, certes. Sauf qu'on avait passé un moment extraordinaire chez elle. Elle nous avait reçus chez elle, ce qui est très rare pour les skieurs alpins qui ont tendance un peu à se protéger. Mais là, chez elle, et c'était vraiment. Et on avait évoqué ça à Schladming en rigolant. Elle avait quoi? Elle avait dit bien sûr que j'y pense. Avant, je me posais beaucoup de questions, maintenant moins. J'y pense, c'est une piste sur laquelle j'ai déjà réussi. Et voilà. Et là, quand vous vous retrouvez 2 mois plus tard et qu'elle a la breloque autour du cou, vous vous dites, sacrée championne. Je crois que ça lui a aidé, son podium l'année dernière, en finale. Ah oui, ça, je pense. Capital confiance. Capital confiance, une crédibilité qui. Tu sais que tu peux faire ça, et si tu es golfeur. Elle avait déjà fait. Et là, je pense aussi qu'elle a fait beaucoup d'efforts pour arriver là et de bien se mettre en confiance par rapport à ses résultats. Et je pense aussi que l'encadrement a été très bon pour bien gérer l'arrivée en disant on te met en confiance. On y croyait fort, mais bon, c'est vrai que c'est... Parfait. Bon, on pourrait continuer. On va rappeler Guillaume Desmurs qui va nous refaire une petite chronique sur c'est quoi ce cirque blanc.
Guillaume, tu as écouté les coups de cœur, les coups de quart. Ah, j'ai eu Toi, des t'as frissons, coups de cœur, non? j'ai revu Non les images, ça Ouais. donne des frissons. Et je trouve que ça manque un petit peu de poudreuse quand même autour de cette table. Ça, bon, oui. Et de pente? De pente, tu veux dire. Et de pente, ah, quoi qu'il y en a, il y a de la pente. Ça manque un petit peu de poudreuse. Donc mon coup de cœur, mais c'est deux frangins, deux frères, Loris et Nicolas Falquet de Suisse, qui font des films depuis 15 ans, des films de ski, de freeride. Ils sont extrêmement talentueux, à la fois sur la neige, puisque c'est eux qui skient et c'est eux qui réalisent. Beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Et leur dernier film, qui s'appelle A Secret Spot, retrace 15 ans de carrière dans la vallée du Trian en Suisse, où ils ont tourné leurs plus belles images. C'est beau. C'est très très beau. On peut parler d'un toucher de neige. Qu'on a vu aussi, on a vu des looks formidables à Schladming, en télévision. Donc ça, c'est ton coup de cœur, les frères Ça, c'est Falquet. mon coup de cœur. Secret Spot qui n'est pas disponible encore. Il est seulement en projection en Suisse, mais d'ici. Ils ont travaillé le noir et blanc. Ils ont beaucoup travaillé le noir et blanc et les images de nuit. Le coup de cœur, on retourne Sochi, Olympic Test. Kevin Rolland, l'une des stars mondiales du halfpipe, qui n'a pas réussi à se qualifier pour les finales. Et qui, d'ailleurs, le résultat du clan français n'est pas fantastique. Et donc, en bon gaulois, Kevin, on va l'entendre, nous explique les raisons de sa contre-performance. Ça faisait un petit bout de temps que ça ne m'était pas arrivé. Les conditions étaient horribles, énormément de neige. On n'a pas réussi à faire nos tricks, les Français. Au moment où on est passé, c'était l'hécatombe. Et voilà, c'est comme ça. Donc, on va aller regarder les autres en finale et puis surtout s'entraîner pour les X-Games et les championnats du monde qui arrivent. Michel, Sochi. Je ne sais pas si c'est la faute de la neige, par contre, il faut respecter les athlètes. Quand un champion comme Kevin dit on n'a pas réussi notre X parce qu'il neigeait comme pas possible, il faut respecter ça. Parce que je crois qu'il admet qu'il ne s'est pas qualifié, c'est pas bien, mais on peut pas on peut pas le tacler comme ça parce qu'il a raté une qualif. Je pense que Kevin est un grand champion et il sera là à Sochi, soyez-en sûrs. Oui, mais je crois qu'il ne taclait pas que Kevin. Il voulait parler aussi de la préparation, des conditions, etc. C'était plutôt ça. Donc je suis un peu comme Jérôme, j'ai mal compris le slopestyle. Non, mais à travers ce que dit Kevin, c'était l'organisation, les conditions de course. Le slopestyle a été annulé. Oui, tout à fait. Donc c'était plutôt ça, on l'a lu plutôt comme ça, la préparation des Jeux à Sochi. Je crois qu'il faut qu'on s'attende à ça. Malheureusement, à Sochi, on va avoir des conditions particulières, comme à Vancouver aussi. Mais donc, là, pour le coup, on peut prendre un mètre de neige en 24 heures, on peut avoir pas de neige du tout. Entre la partie ski alpin, le cluster alpin là-haut et les tremplins de saut juste en dessous, il y a des différences de quasiment 10 degrés, c'est incroyable. Donc malheureusement, il faut qu'on se prépare à ça, parce que ça va forcément bouger les programmes, certainement, et s'adapter aux conditions. Nagano Comme à Nagano, non, mais Vancouver, c'est pareil. Vancouver, Nagano, c'était ça, c'est les modes de la migration. Des villes qui sont près de la mer et une influence. Jérôme, tu es allé faire un détour à Sochi un peu. Oui, j'étais la semaine dernière, effectivement. Bon, juste après le parallèle de Coupe du Monde, j'ai fait juste un petit saut à Sochi pour voir un petit peu, pour prendre des contacts. On ne peut pas débarquer dans un pays comme ça. On connaît tous un peu la Russie, c'est un peu compliqué. Je voulais prendre des contacts un peu pour faire des opérations pour l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est encore un vaste chantier. Ils seront prêts, Michel ? Sportivement, ils seront prêts. Les sites sportifs sont déjà prêts. Ça sera un peu l'aventure en dehors du cadre purement sportif. Mais nous, délégation, on sera bien accueillis et bien reçus. Mais pas faire peur à tout le monde, hein, parce que ça va être super simple. Après, ils vont vers des rotations avec les avions beaucoup plus simples. Une fois qu'on a atterri à Sochi, qui est quand même au niveau de la mer, hein, donc c'est quand même super agréable. Et on peut monter en 20 minutes, 25 minutes, ils annoncent avec un train, des navettes pour aller directement sur la station. Le seul c'est qu'ils vont limiter un maximum les spectateurs. Ils ne veulent pas de spectateurs. C'est ce qu'expliquait Yves Dinier qu'on a vu. Ils vont réduire à 5000 spectateurs, 5000 y compris la famille olympique, dire nous les acteurs. Donc ça va être très très limité. Les jeux de télévision. Ils ont clairement dit qu'effectivement qu'un spectateur coûtait tant d'argent et que plus il y en avait, plus ça coûtait d'argent. Perdre de l'argent. Encore un petit quelque chose ? Allez, un Suédois, je voulais vous présenter un Suédois qui sera au JO. Encore un. C'est l'un des free-skieurs les plus créatifs du moment. Henrik Harlaut. Il a réussi une triple rotation, c'est la première en compétition, c'était aux X-Games en janvier dernier. C'est pas là. Il est assez créatif, effectivement. Et là, il est en train de s'entraîner. Alors, c'est une vidéo où il se moque de lui-même. Hein. Il est en train de s'entraîner pour les JO, justement. Voilà, donc je trouve qu'il y a peut-être des idées à prendre pour les combinaisons des Français.
D'ailleurs, Michel, on a vu des nouvelles combinaisons pour les Français. Vous en avez pensé quoi des combinaisons des Français Moi, je vois une petite remarque très très proche de l'équipe autrichienne. Malheureusement, c'est le même couleur. Alors là, ou l'autre, peu importe. Mais effectivement, des fois, tu disais. Mais c'est tactique, c'est pour les Autrichiens applaudissent, non? C'est pas fait exprès, mais t'es d'accord? Ça faisait 2 ans qu'on avait la même. Donc le partenaire Colmar a souhaité effectivement faire une nouvelle qui est, à mon avis, assez réussie, mais effectivement très proche des Autrichiens. Encore un mot des Jeux? Allez, une dernière petite chose. Alors, Alpeo, qui signe 2 magazines, le premier guide des sports d'hiver, rédactrice en chef Tessa Worley. Bonne pioche. Avec... Bonne pioche. C'est pas mal, il y a du flair. Il y a toute une galerie de portraits de tous nos champions, c'est plutôt bien fait. Et puis, toujours signé Alpeo, Sochi 2014, Jean-Claude Killy raconte les Jeux Olympiques avec, en couverture, un magnifique portrait de Jean-Claude Killy. Très complet. Très complet. Très bien. Très optimiste, en fait, aussi, non? Le léopard est intéressant en couverture, quand même, il faut en dire 2 mots, parce que il reste quelques léopards des neiges du côté du Caucase vers Sochi, et je sais que Jean-Claude Killy en parle très très souvent quand il s'agit de Sochi. Ça fait partie des animaux qui sont protégés, etc. Donc il y a tout un programme de protection aussi d'animaux. Un colis de Validé, non, mais magnifique. Et rappelez que Jean-Claude, c'est le président de la commission de coordination des Jeux de Sochi. Voilà. Donc vous êtes souvent en relation avec lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il en dit là, en secret? Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude? Il est très très impliqué depuis des années, depuis l'élection, sur ces futurs Jeux Olympiques, et il y va très très souvent. Qu'est-ce qu'il dit? Il est très proche de Poutine, on sait. Ils ont de bonnes relations pour créer et organiser tout cet événement. Et je pense que lui, il a vraiment confiance et il voit en fait dans ces Jeux Olympiques vraiment une organisation de l'aménagement du territoire de cette partie du Caucase qui va devenir un site de montagne et de station. Ça, c'est vraiment nouveau. Oui, je pense que c'est vraiment ce que ces Jeux vont amener dans ce secteur-là. Ça, c'est extraordinaire. Ce qu'on ne vit plus en France. Voilà. Développer Vive 2014. les skieurs en Russie. Voilà. On y sera. On va clore parce qu'on pourrait continuer. Allez, Michel, je te laisse un petit mot de conclusion. Et après, on se regardera les médailles. C'est juste pour en quelques mots dire effectivement que tout ça, toute cette belle aventure, Schladming, et tous ces bons résultats, c'est quand même aussi le travail de toute une équipe fédérale, bien sûr, mais aussi tous ceux qui nous accompagnent. Et c'est très important parce qu'autrement, on parle de moyens financiers. Et alors, tous les partenaires privés, tous les partenaires institutionnels, je pense à Domaines Cap de France, aux moniteurs, à tous ceux qui nous accompagnent financièrement. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de belles images comme ça. Donc c'est important que le monde de la montagne soit très solidaire et que les financements puissent arriver, les accompagnements puissent arriver par ces partenaires privés et institutionnels. Ça va déclencher des petits trucs, sûrement? Oui, forcément ça va amener à négocier des choses, à trouver peut-être les bonnes formules. Mais encore une fois, c'est ce soutien sans faille qui nous permet d'être dans la continuité et d'avoir un vrai projet à long terme. Merci à vous d'être venus, d'avoir bravé le beau temps pour venir ici dans notre ski room. Merci, t'as fini les skis, c'est bon? C'est fini. Ouais, Sylvain, merci d'être là. C'est quoi ta pointure, Gilles? Parce qu'il te l'aimait. Hein. Ah, mais merci, tu peux les poser là. J'arrive pas à les tourner de toute manière. J'arrive pas à les tourner. Ouais. On se regarde les médailles pour finir, les bons souvenirs. Parce que maintenant, c'est déjà dans le rayon des souvenirs. Des belles images, on aura ça dans la sac à dos à souvenirs. Hein, déjà, merci vraiment d'être venu et d'avoir pris de votre temps pour parler de ski. Enfin, c'est la passion de tout le monde. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Ski Room, ici sur Montagne TV. Merci à vous.
atteignez des sommets avec Peugeot 4008.